Et vous ne voulez pas oublier les causes. Qu'est-ce qui pourrait causer mon délirium? Bien, c'est simple, vous avez juste à penser à délirium. Alors, le D, c'est pour la démence. Est-ce que c'est une démence avec un délirium ou j'ai un mauvais diagnostic puis c'est vraiment une démence? Mes électrolytes, comment sont-ils? Tout à l'heure, on a parlé du calcium, des hypercalcémies. Je suis sûr que vous en voyez à tonnes, là, ici, là aussi, OK? Des hypernatrémies ou des hyponatrémies, vous en voyez. Ensuite, une lésion localisée dans l'organe. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une tumeur au cerveau. Alors, c'est sûr que c'est structurel, puis à ce moment-là, il peut y avoir un délirium qui va être causé par la tumeur elle-même. Une infection va causer un délirium. La médication, R pour médication. L'insulte physique ou psychologique. La douleur, un stress, c'est ça que j'ai appelé une insulte physique ou psychologique. La sonde, c'est une insulte physique, ça. L'unité environnementale qui est non familière. La déafférentation, le fait de les changer de place, les amener dans une autre, dépendant s'ils sont un petit peu omnubilés ou un peu confus, on fait juste ajouter à leur confusion aussi. Et les causes métaboliques, s'ils sont diabétiques, etc. Vous pouvez avoir donné de l'insuline, puis il est rendu à un stade où il ne mange plus, puis qu'il y a une hypoglycémie à ce moment-là, ou il y a un cancer finalement du pancréas, puis il peut risquer de faire des hypoglycémies. Alors, quand vous pensez à délirium, pensez à délirium. Et vous n'oublierez pas les causes possibles. Vous allez faire le tour de ce qui pourrait être la raison. Parce que s'il fait un délirium parce qu'il n'entend pas, puis que vous retrouvez son appareil, là, pour y mettre dans les oreilles, c'est mieux que le Haldol, OK? Il y a moins de danger de faire une dyskinésie. Bien, ça, c'est une belle petite image que j'ai trouvée pour vous montrer, au point de vue, la chimie du cerveau, tout ce qui peut causer un délirium. Alors, l'acétylcholine, c'est majeur. Vous le savez, les démences, c'est parce qu'ils ont des problèmes avec l'acétylcholine. Alors, donc, c'est soit que tu n'en as pas assez, soit que tu en as trop. Alors, il y a des raisons. Ensuite, les opioïdes, l'hypoxie, ça atteint l'ACH aussi, l'acétylcholine. Vous avez des causes structurelles, comme les AVC. C'est structurel, c'est l'organe qui est malade à ce moment-là. C'est la structure qui est malade. Et vous en avez plein. Le GABA peut être touché, la dopamine. DA, c'est la dopamine. Le sodium, l'histamine, les cytokines. Alors, les cytokines, c'est notre premier défenseur dans les infections. Alors, c'est bon pour tuer les microbes, mais ça fait d'autres effets secondaires au niveau du cerveau. Sauf qu'on ne peut pas non plus troquer notre mécanisme de défense contre l'infection, nécessairement pour... Alors donc, on est toujours en balance, hein? Et c'est jamais noir ou blanc, puis c'est pour ça qu'il faut toujours y aller sur la corde raide, puis pas tomber ni sur un côté ni sur l'autre. Alors, comme vous voyez, au point de vue de la chimie, c'est très variable, c'est très subtil. Puis, dans le fond, quand vous traitez un problème de délirium avec des médicaments, vous traitez ça avec de la chimie. Fait qu'il faudrait au moins connaître un peu la chimie du cerveau, puis où est-ce que ça ne fit pas. Les médicaments, plein de médicaments, aussi niaiseux que le tagamètre, hein, pour l'acide dans l'estomac. La digitale chez votre cardiaque. L'argactyle, la nitro, l'indure à longue action. Le persantin. Le Haldol, c'est bon contre le délirium. Ça peut en donner aussi. Hein, parce qu'il y en a des gens qui font des réactions paradoxales. Tu leur donnes pour une affaire, puis ils font le contraire. Alors donc, les benzodiazépines, c'est winner, ça aussi, pour donner là, des problèmes de délirium. La chimio en elle-même. Alors, tu sais, nous autres, on reçoit un patient au bout de la ligne, là, mais ils ont eu du méthotrexate, ils ont eu du 5-FU, la vincristine, vinblastine. C'est encore toutes des molécules qui sont là. Vous avez tous les platins, les cisplatins, la bléomycine. Alors donc, en soi, par des mécanismes là, au niveau cérébral, ça peut donner aussi des
des déliriums. Puis, tu sais, quand ils arrivent avec leur sac de remède, là, on le donne aux pharmaciens, mais des fois, là, les choses, là, granola, comme la valériane, le cava-cava, toutes des choses que je ne connais pas, là, mais qui sont dans les livres, là. Alors donc, il peut y avoir des interactions ou en soi, ça peut donner aussi du délirium. Alors donc, au point de vue médicamenteux, là, on a le choix, là, on a le choix pas mal aussi. Au point de vue neuroanatomique, bien, habituellement, on pense, avec les imageries par résonance magnétique là, fonctionnelles, on pense que c'est le cerveau droit qui est plus la cause d'un délirium. Alors donc, pas nécessairement le cerveau gauche. Et le thalamus aussi, mais les deux thalamus, parce que vous savez que le thalamus, c'est le point de jonction de tout ce qu'on reçoit de la périphérie. Alors, les thalamus sont impliqués dans les stimuli sensoriels, sont impliqués dans les stimuli de la douleur ou du bien-être. Et toutes ces boucles-là aboutissent au niveau du cortex frontal et pariétal droit. Alors, le cortex frontal, bien, vous le savez, c'est le système limbique aussi. Ça fait partie du système limbique, donc le système des émotions. Et au niveau pariétal, bien, à ce moment-là, c'est plus la discrimination, c'est plus les choses fines. Alors donc, la cognition fine. Et au niveau de l'éveil, bien, qui dit thalamus, c'est parce qu'en dessous, c'est le système réticulaire. Et vous le savez, notre système réticulaire, c'est notre système de l'éveil et du sommeil. Alors, il est complètement perturbé à ce niveau-là aussi. C'est ce qui crée nos symptômes à ce moment-là. Alors donc, on sait qu'au niveau du cortex droit, il se passe quelque chose. On sait qu'au niveau des deux thalamies, il se passe quelque chose. Mais il y a eu aussi d'autres investigations qui ont montré que dans certaines situations cliniques, là, il y avait une filière qui était des facteurs qui produisaient, que les cellules produisaient insuline-like, c'est-à-dire des molécules qui avaient le même effet que l'insuline, donc qui pouvaient causer des problèmes de hypoglycémie. Il y a l'hypothèse cholinergique, qui est sûrement une des valeurs presque sûres, parce que la preuve, c'est que souvent, dans votre délirium, vous allez donner du Haldol. Ça, c'est pour la dopamine au cerveau, parce que le Haldol, il agit sur la dopamine. Alors, c'est un débalancement qu'il y aurait entre l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est ce qui manque à nos Alzheimer. C'est ce qui manque dans la démence. Alors, il y a un débalancement, justement, entre le neurotransmetteur de la cognition, donc de la connaissance, de l'apprentissage, de la mémoire, mais aussi avec la dopamine. Alors donc, dans un cas, on en manque, l'acétylcholine, et dans l'autre cas, on en a trop, la dopamine. Alors, c'est ce que l'Haldol fait. Il vient un petit peu rebalancer du côté de la dopamine. On a pensé à un moment donné donner du Aricept dans les cas de délirium. Bien, ça prendrait trop de temps à agir, mais ça agit sur l'acétylcholine, hein, parce que ça bloque cholinestérase. Donc, si on bloque l'enzyme qui détruit notre acétylcholine, bien, à ce moment-là, on en a plus. Et on se trouve à rebalancer le tout. Alors donc, nos traitements chimiques sont vraiment des traitements qui sont pinpointés vers une des causes du délirium comme tel. Mais il y en a d'autres aussi qui jouent au niveau du cerveau. Alors, nos endorphines. Bien, vous savez tous qu'on produit notre propre morphine dans le cerveau, mais ce n'est pas juste fait pour bloquer la douleur. Hein? La morphine, là, si vous lisez un peu là-dessus, vous allez voir, ça sert dans toutes les actions qu'un humain peut faire. Alors, pour manger, pour boire, au point de vue sexuel, au point de vue de la douleur. Alors, il y a plein d'effets autres. La sérotonine, noradrénaline, quand on en manque, c'est la dépression. Alors, c'est pour ça que les remèdes qu'on donne pour la dépression, c'est des bloqueurs de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine. Parce que si on peut les remonter, à ce moment-là, l'humeur s'améliore. Alors, donc, il y aurait des manques aussi de ce côté-là. Alors, comme vous voyez, c'est un problème chimique, là. Et on peut aider avec notre chimie. Mais encore, faut-il qu'elle soit balancée, parce que passer de
d'un côté à l'autre trop rapidement, on ne va pas créer seulement que du bien, on va créer des effets secondaires aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a comme arsenal diagnostique? Parce que là, on les voit aller, on dit, ah, il y a des troubles de mémoire, il y a des troubles de cognition, il y a des troubles de l'éveil, il est hyperactif, il y a des hallucinations. Bon, alors, c'est suffisant probablement pour faire le diagnostic. Mais tous ces symptômes-là sont contenus dans le CAM, le CAM. Avez-vous déjà entendu parler du CAM? Oui? Parce que c'est un test qui est là depuis 25 ans. Vous n'étiez pas né. Vous étiez né? OK. Donc, vous connaissez le CAM? En tout cas, c'est un test qu'on a inventé, si on veut, dans les années 90 exactement. Et il y a des critères. Il y en a 9. Je vais vous les montrer, mais vous allez voir que c'est tous les critères, finalement, de l'Organisation mondiale de la santé. Et quand vous les avez, bien, vous pouvez quasiment à coup sûr dire que oui, c'est un délirium. L'autre test qui peut nous aider, c'est le mini-mental. Et je vois des mots désappробatives en arrière. Une moue. Mais ce n'est pas tout le mini-mental. C'est 4 seulement items. OK? Parce que c'est sûr que le mini-mental, c'est fait pour essayer de trouver des cas de démence. Ce n'est pas pour faire un diagnostic de démence. C'est juste pour nous faire penser, est-ce qu'il pourrait être dément? Parce qu'après ça, on fait bien d'autres choses. Hein? On va faire un PEC-PA, on va faire un MOCA, on va faire plein d'autres affaires, des tests fonctionnels, puis là, on dit, oui, voici, c'est une démence, puis probablement, bien, accord de Louis. Mais, parce qu'on le connaît bien, le mini-mental, on a voulu les mettre en miroir, si on veut, avec les cas de délirium, puis dire, ça peut-tu nous aider? Puis comme de fait, avec chacune des questions, on a regardé dans un délirium lesquelles questions qui revenaient le plus souvent. Alors moi, je conserve ces deux-là, parce qu'il y en a peut-être une vingtaine là, de tests qu'on peut faire, mais il y en a, là, on s'y perd là-dedans. OK? Bon. Alors, quand vous faites un mini-mental, qu'est-ce que vous inventoriez? L'orientation, le langage, l'attention, la construction, la mémoire, le calcul, le raisonnement et l'exécution, quand ils font le dessin. OK? Alors, dans le délirium, qu'est-ce qui revenait le plus souvent qu'on pouvait tirer du mini-mental? Parce que le mini-mental, là, si vous l'avez fait souvent, vous avez 3 questions dans votre tête, vous n'avez pas besoin du papier, vous les posez, puis vous arrivez, vous dites, oh, il y a 24 sur 30, ce gars-là. OK? Il y a juste le dessin qu'il faut que vous leur fassiez. Pardon? L'horloge? L'horloge, ça fait partie du MOCA, mais ça ne fait pas partie du mini-mental. Et le mini-mental, c'est juste pour un dépistage. Tandis que l'horloge, c'est vraiment pour les fonctions exécutoires. Bien, c'est bon de faire les deux aussi. Ils ne nous donnent pas les mêmes renseignements. Parce que le MOCA, il est pas mal plus dur. Faites-le, vous me direz c'est quoi votre score. Parce que même en bonne santé, c'est compliqué. OK. Alors, c'est quoi les 4 questions du mini-mental qui sont, s'ils sont perturbés, là, ça va fitter avec votre diagnostic de délirium. C'est l'orientation dans le temps. Pas le jour, l'année, puis le mois. OK? Épeler à l'envers et copier le dessin. Alors donc, vous faites ces 4 choses-là, s'ils sont perturbés, allez plus loin. Commencez à penser peut-être à délirium à ce moment-là. Comprenez-vous? Le CAM. OK? Alors, le CAM, vieil instrument, 90. Donc, on a eu le temps de le traduire en français. C'est déjà pas pire. On est rendu au DSM-5.
Mais il a commencé avec le DSM-3. Et à toutes les fois que le DSM changeait, on prenait le CAM pour faire le diagnostic, puis on prenait un psychiatre, puis on regardait si les deux arrivaient à peu près au même diagnostic. Alors donc, psychiatre et CAM avec le DSM-3, bien, il y avait une sensibilité à 100 % avec une spécificité à 97 %. C'est bon, pas à peu près. Ça veut dire qu'il est sensible, il détecte, puis en plus, il ne fait pas trop de faux positifs. Il ne déclare pas des déments qui n'en sont pas, parce qu'il est assez spécifique à 97 %. Avec le DSM-4, la sensibilité est tombée à 88 % puis la spécificité est demeurée à 100 %. Ça veut dire que ceux qu'on détecte, on est pas mal sûr, mais qu'on en échappe quelques-uns à 88 % de sensibilité. Est-ce que vous comprenez la différence entre sensibilité et spécificité? La sensibilité, là, c'est si je vous nomme 15 maladies, puis qu'ils font toute la fièvre dans ces 15 maladies-là. C'est très sensible, parce que là, vous mettez les 15 maladies sur votre feuille. Mais ce n'est pas très spécifique, ça ne vous dit pas laquelle des 15 que c'est. Alors donc, sensibilité, spécificité. Alors, plus c'est proche, les deux, de 100 %, c'est évident que mieux c'est. Ça veut dire qu'on ne fait pas trop de sous-diagnostic, on n'en manque pas trop, et on ne fait surtout pas trop de sur-diagnostic. Parce que c'est plate d'être étiqueté délirant si on ne l'est pas. Hein? Ça va? Oui, je me passais justement le commentaire où je me disais l'infirmière qui est allée dans la chambre de tantôt, je pense à Tinalou tout à l'heure. Ouais. Puis 15 minutes après, le médecin passe faire son test, il est super sharp. C'est ça. Comme ça arrive. Tu as juste à faire un cam au docteur, c'est tout. Ah. Hey, bonne idée. Non, mais est-ce que ça peut être variable à ce point-là? Est-ce que même si la personne est devenue plus alerte, plus vigilante, est-ce qu'elle peut mettons qu'il a commencé, lui, à 7 heures du matin, mais que l'infirmière a passé à 8 heures ses remèdes, puis qu'à 8h15, il avait fini sa crise. La réponse, c'est oui. Parce que ça ne veut pas dire que vous l'avez poigné au début là, de sa crise de délirium. Il y en a que ça peut durer là, 24 heures, 36 heures. Il y en a d'autres, ça peut durer juste quelques minutes aussi. La réponse, ça peut être oui. Et c'est fluctuant. Ça va se répéter dans la même journée, puis ça va débuter rapidement. Combien de temps que ça va durer, on ne le sait pas, par exemple. C'est ça que ça veut dire. Ça va, ça? Oui. Et ça correspond à ce que vous voyez? À part que les docteurs qui ne vous croient pas, là, mais... Oui? OK. N'oubliez pas, on travaille en équipe multidisciplinaire. OK. Alors, c'est quoi le fameux... Pardon? Ça débute au moment où l'infirmière rentre dans la chambre. Mais tu vas travailler en... Ah, mais c'était pas dans mes causes de déclencheur de délirium. En mini-jupe, peut-être, je ne sais pas. Bon, OK. C'est quoi le CAM? Alors, le critère 1. Pourquoi que c'est important de les séparer? C'est parce que dans votre algorithme de diagnostic, là, pour dire que c'est un délirium, il faut que vous ayez 1, 2 et 3 dedans, ou 1, 2 et 4. Parce que sur l'autre slide, vous allez voir, il y en a 5 autres. Mais vous pouvez avoir les 5 autres. Si vous n'avez pas celui-là, ce n'est pas un délirium. Ça va être autre chose. OK? Alors, 1, bien, début soudain et fluctuation des symptômes. Ça, c'est le critère 1. Le critère 2, l'inattention. Votre patient, est-ce qu'il a de la difficulté à focaliser son attention? Il est facile à distraire. Le critère 3, une désorganisation de la pensée. Hein, c'est vous lui demandez, là, s'il a trouvé son hot dog hier soir bon, puis qu'il vous répond que ses pneus, ils ne goûtaient pas bon, là, mais il est peut-être désorganisé un peu. Puis, le critère 4, l'état de conscience. OK? Alors donc, 1, 2, 3 ou 1, 2 et 4. Mais il en existe d'autres, les 5 autres symptômes du CAM, la désorientation, temps, espace, personne, mais spécifiquement
plus dans le temps. Un délirium avancé va aller jusqu'à l'espace et aux personnes. Mais habituellement, quand ils sont en délirium, ils vont reconnaître leurs enfants, ils vont reconnaître les gens. Mais s'ils étaient fités dans le temps, là, à un moment donné, là, demandez-leur la date, puis ils seront pas capables de vous dire, là, les troubles de mémoire, ça fait partie aussi des symptômes. Quand je vous parlais d'hallucination, d'illusion, de délusion, il y a des anomalies de la perception qui peuvent arriver. Tous les délirieux n'ont pas d'hallucination. Mais il y a beaucoup de gens dans vos lits qui peuvent avoir des hallucinations, puis ça peut être un délirium. Surtout si c'est hypoactif. Parce que très souvent, c'est tout ce que vous allez voir. Puis là, si vous vous asseyez, là, puis vous lui dites « Qu'est-ce que vous voyez? » Il va vous le dire, qu'est-ce qu'il voit, là. Puis là, bien, vous direz, à moins que vous voyez la même chose que lui, là, mais je pourrais vous dire qu'il y a probablement des hallucinations. Puis là, des hallucinations... C'est-tu déjà arrivé que vous en avez vu des patients qui... Oui. Arrive, hein? Oui, souvent. OK. Mais là, à cette heure, là, vous allez dire au docteur, je pense qu'il y a un délirium hypoactif. Wow! OK. Ah, bien là, ça dépend. Est-ce qu'on traite toutes les hallucinations? Pas quand ils n'ont pas peur. Voilà. C'est pas nécessaire, un petit symptôme, une petite granule, là, ça ne marche pas de même, là, OK? Là? Parce que lui, là, il peut bien aimer ces mouches, là, tu sais. Vous allez y faire de la peine si vous y enlevez. J'ai une madame envoyée, un homme torse nu, mais juste le torse. Elle voyait pas le bas. Fait que tu as laissé? Ben non, j'ai dit, quand vous verrez le reste, vous m'appellerez. C'était pas sœur Angèle? OK. Question. Question. Les hallucinations. Ils ont-ils plus de chances d'être visuelles ou d'être auditives? OK. Pardon? Il y a des îles plus fréquents visuels. Visuelles, auditives. Parce qu'auditives, on ne sait pas si... Des fois, ils nous disaient, ils ont entendu miauler, tu sais, ils ont entendu, il y a des chats, il y a des chiens. Je ne te la demanderai pas au cas que tu ne sauras pas la réponse. En délirium, on va avoir plus d'hallucinations visuelles. En schizophrénie, en psychose, on va avoir plus d'hallucinations auditives. Alors, ça peut être un certain critère de différenciation puis de diagnostic aussi, OK? Et la perturbation du rythme veille-sommeil, OK? Donc, le CAM, c'est ça. 4 majeurs, plus les 5 autres. Mais vous devez avoir 3 majeurs, là, 1, 2, 3 ou 1, 2, 4. Et vous allez avoir de ceux-là, mais ils ne sont pas obligatoires. Mais vous allez les avoir le plus souvent, là, habituellement. Est-ce que ça correspond à vos expériences de délirium? Oui. Oui? Très bien. Alors, vous êtes contente que je vous dise que ce que vous savez, c'est pas pire pantoute? Oui, on va faire le dos. Merci. OK. D'accord. J'ai trouvé quelque chose que j'ai aimé. Et ça vous regarde, vous autres, spécialement les infirmières. C'était le dernier congrès de votre ordre. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe Voyer, qui est un PhD en... Vous le connaissez? Oui. Vous étiez là à cette conférence-là? Vous étiez là? OK. Avez-vous aimé ça? OK. Parce que moi, j'ai trouvé ça brillant. Alors, tout est dans le bleu. OK? Alors, le délirium chez les aînés, mais on peut l'appliquer là, dans nos wards là, de soins palliatifs. OK? Et ça s'appelle un radar pour repérage actif du délirium au courant de la routine. Puis c'est quoi votre routine? C'est de passer les remèdes. En partant la journée. Non, en partant la journée. Bien que
Bien que maintenant, avec la nouvelle hiérarchie, vous dites aux auxiliaires de passer y remettre. Ça, c'est dans les hôpitaux. Mais Ça, c'est dans les hôpitaux? Ah, je suis heureux. OK. J'ai jamais compris, là, tu sais, là. OK. Alors, délirium chez les aînés, du repérage des symptômes au diagnostic, parce que finalement, là, vous êtes en première loge, vous êtes avec les patients, c'est vous autres qui allez allumer la petite lumière rouge. Et dans son plan à lui, c'est justement quand vous passez vos remèdes le matin en partant. OK? Ça peut être n'importe quand dans la journée, mais c'est pour ça qu'il a parlé de la routine. OK, là? Alors, comme vous voyez, ça s'adresse à l'infirmière et à l'auxiliaire aussi. Et finalement, ce que vous regardez, est-ce qu'il est plus somnolent qu'il était? Est-ce qu'il y a de la misère? Avant, il suivait les consignes, puis là, il ne les suit pas. Puis, s'il est ralenti. OK? Donc, c'est pour repérer des symptômes. C'est juste pour mettre la puce à l'oreille. Vous pourriez arrêter là, hein, parce que ce n'est pas si grave. Pardon? On le fait inconsciemment. Oui. On ne va pas cette idée-là radar. OK. Pour juste ce premier-là, quand il commence à être très somnolent, puis ralenti, on fait la différence avec le délirium. Parce que des fois, si on leur laisse le temps, ils finissent par répondre, tout ça. Ça veut-tu dire que c'est un début de délirium hypoactif? C'est pas ça que j'ai Parce dit. que, Ça, c'est mettre la puce à l'oreille. Parce qu'après ça, là, on dit, est-ce que, la même question que vous vous êtes posée, est-ce que c'est un début de délirium? Et c'est la deuxième étape, finalement, et ça s'adresse à l'infirmière. OK? Bonne question. Et là, bien, est-ce que c'est un début aigu? Est-ce que c'est fluctuant? Est-ce qu'il est inactif? Est-ce qu'il est désorganisé? Puis une altération de la conscience. L'infirmière va faire comme un médecin. On vient d'y aller. Tu me Non, dis, non, non. j'avais pas pu. Non, non, la troisième étape, c'est le diagnostic du délirium, puis ça s'adresse à qui? c'est le médecin. Il y a beaucoup Ah, de c'est pas moi qui l'ai fait, là. C'est un infirmier PhD qui a fait ça, là. OK, là? Vous n'auriez pas fait ça de même, vous. Hein? J'ai dit, vous l'auriez Ah, pas ben, fait je me suis pas penché là-dessus. Ben, j'ai trouvé ça à 5 heures à matin, moi. Fait que, regarde, là, j'ai pas eu le temps d'y penser, mais j'ai trouvé ça brillant. On travaille en multidisciplinarité. Puis habituellement, vous le savez, quand on veut un topo complet de notre patient, on fait une réunion multi, puis l'infirmière parle, l'auxiliaire parle, le préposé parle, la bénévole parle, OK? Parce que souvent, chacun a vu des choses que l'autre n'a pas nécessairement vues parce que ça ne s'est pas produit avec lui. Alors donc, voilà. Et là, bien, qu'est-ce que tu veux? Théoriquement, votre docteur, il va penser aux autres affaires, puis il va dire, voici, c'est un délirium, nous allons traiter. À moins qu'il vous ait déjà fait des prescriptions, là, en marquant, si délirium, donnez telle affaire. Ça veut dire qu'il vous laisse le diagnostic. Comme il vous laisse le diagnostic pour les entredoses. Comme, finalement, plein d'affaires là, qui vous sont laissées. Et c'est très bien, si c'est bien évalué. Nous devons avoir confiance en vous autres. Très, très, très confiance. Et on a confiance si on sait que vous connaissez les sciences de base en dessous de ça, là. Je prêche à du monde convaincu, c'est ça? Oui. Ah, c'est bon. Fait que pour ceux qui ne le connaissaient pas, très facile, allez-y dans le Google, là, puis vous y donnerez ça, radar, puis ça va sortir automatiquement. Est-ce que j'ai bien traduit sa pensée, madame? C'est ça que vous aviez compris? Oui, c'est bien. Je suis correct. Moi aussi, je suis rassurée. Que j'ai compris? OK. Bon. Fait que là... Hein? J'ai rien à ajouter. Ah. OK. Bon, vous le savez, en médecine, il y a un symptôme, puis ça peut être 15 maladies qui donnent ce symptôme-là. Bon, alors, le délirium, c'est beau, mais c'est un ensemble, c'est un syndrome, donc il y a plusieurs symptômes, puis il y a différentes
maladies ou différentes entités dans ce groupe de patients-là que finalement, ça pourrait être autre chose. Alors donc, comment faire le diagnostic différentiel? Puis celui avec lequel on doit composer, bien, il y a les démences, il y a les dépressions, parce que très souvent, ils sont apathiques, ils vont ressembler à un coma, c'est-à-dire un délirium hypoactif, sauf qu'ils n'auront pas d'hallucination ou leur humeur va être changée, pas la même chose. Les psychoses, hein, on en a parlé, les psychiatriques, là, c'est compliqué ce monde-là, là, parce que tu peux faire un délirium dans ta psychose alors que tu es bien contrôlé, puis tu peux avoir des bouffées délirantes à un moment donné et ça va être différent. Alors donc, ça devient important d'essayer de faire le diagnostic différentiel. Et où le délirium est plus spécifique, bien, vous avez au niveau du début de son évolution, les niveaux de conscience, attention, mémoire, cognition. Alors donc, vous voyez la différence qu'il peut y avoir. Je ne reprendrai pas au complet, mais le délirium, c'est aigu. Dépression, psychose, c'est variable. C'est rare que ça va commencer d'une façon aiguë. La démence, c'est très insidieux. Ça va durer 20 ans. OK? Alors, avant qu'on dise qu'il est dément, c'est parce qu'ils sont rendus en phase 5 habituellement. Puis il y en a 7. Puis là, en phase 5, souvent, ils sont à l'institution, parce que c'est plus restable à la maison. Mais 1, 2, 3, 4, 5, là, il y avait des blancs de mémoire, les gens compensent. Tu sais, les petits papiers, là, parce qu'ils ont oublié, mais ils s'écrivent des petits papiers, puis ils se les mettent partout, puis ça leur sert de mémoire à ce moment-là. L'évolution, bien, ça va être rapide et fluctuant dans le délirium. Alors donc, les autres maladies, c'est différent. Vous allez avoir de l'omnubilation, de la désorientation, alors que vous allez avoir une diminution de la lucidité jusqu'au stade final, mais ça va être progressif. Ça ne sera pas là, de façon aiguë. Évidemment que l'attention et la mémoire, encore, ça va être la mémoire à court terme et ça va être une inattention constante. Mais il n'y a pas d'inattention, mais la mémoire à court terme aussi est complètement perdue en démence. Et au niveau de la dépression, de la psychose, c'est différent. Alors donc, oui, il y a des subtilités qui vont vous faire pencher plus pour un diagnostic que pour l'autre. C'est sûr qu'on ne fera pas un électroencéphalogramme à nos patients délirieux, mais si vous en faisiez, vous verriez des différences au niveau des ondes cérébrales. Alors donc, il y a des changements au niveau de la chimie, mais il y a aussi des changements au niveau de l'électricité du cerveau. Hein, parce que le cerveau, c'est un organe, puis il marche à l'électricité, puis il marche à la chimie aussi. Êtes-vous tanné? Non. Non? Parce qu'il me reste quelques slides. Alors, moi, je suis capable de parler jusqu'à demain matin. OK. C'est des situations, parce qu'on est en cancer, il y a des multiples sortes de cancers, et ils peuvent donner, à part les signes habituels cancéreux, un paquet d'autres signes que vous devez interpréter. Alors, dans l'insuffisance hépatique, alors que ce soit un cancer primaire du foie, un hépatome, ou que ce soit des métastases importantes, puis importantes, il faut que 80 du foie soit détruit avant de donner vraiment des problèmes au point de vue là, clinique, et aussi en insuffisance rénale avancée. Alors, ces gens-là vont se présenter avec de l'apathie, de l'inattention, de l'irritabilité. Vous allez voir des twitching musculaires. Vous allez vous demander, est-ce que c'est ma morphine qui fait ça? Ils vont avoir des myoclonies. Vous allez vous demander, est-ce que c'est ma morphine qui fait ça? Mais ça peut être l'insuffisance hépatique comme telle. C'est des gens qui vont flapper. Hein? Vous leur faites mettre les mains de même, puis ils ne sont pas capables de les tenir en haut. Ça flappe. Ensuite, des signes neuraux comme le nystagmus, des réflexes archaïques qui vont revenir. Hein? Parce qu'en vieillissant, quand on devient dément, si on touche le menton, il va y avoir automatiquement un réflexe de succion. C'est tous des réflexes que les bébés naissants ont qui réapparaissent à la fin de la vie. Alors donc, le grasping, vous savez, un bébé naissant, là, vous y pognez le pied, puis vous mettez le pouce en dessous, là, puis les orteils, là, ils font ça. Alors, c'est tous des réflexes archaïques qui avaient été mis en conserve le temps que
on a fait notre vie, mais qui, à la fin, là, on repasse par les mêmes stages, finalement, de régression que quand on est né, puis qu'on a progressé, puis qu'après, on a diminué. Des hyperréflexies, c'est sûr que les autres signes vont vous orienter. L'ictère, c'est sûr que ça va vous orienter vers le foie. L'acide, la même chose. Alors donc, dû aux maladies que l'on voit en fin de vie, que ce soit par insuffisance rénale, que ce soit par insuffisance hépatique, bien, vous allez avoir différents symptômes, dont le délirium. Il y a des syndromes paranéoplasiques, c'est-à-dire que vous avez le cancer lui-même, mais les cellules cancéreuses fabriquent des substances qui donnent d'autres symptômes. Et c'est pour ça qu'on les appelle paranéoplasie, donc à côté du cancer. Mais c'est causé quand même par les cellules cancéreuses. Alors, vous pouvez avoir l'anorexie cachexie, ça produit des protéases, ça produit des lipases. Donc, je sais que les gens fondent, puis à un moment donné, bien, ils se digèrent eux-mêmes. Vous pouvez avoir les SIADH, hein, avec les poumons, là. Vos cellules cancéreuses vont sécréter de l'ADH, puis à ce moment-là, vous allez avoir un syndrome. Vous pouvez avoir aussi l'hypercalcémie maligne, qui est causée par le fait que vos cellules cancéreuses vont produire un parathormone-like, c'est-à-dire qui ressemble à l'hormone qui, normalement, va réguler le calcium puis le magnésium. Alors donc, vous allez avoir des cas de délirium qui sont reliés avec des syndromes paranéoplasiques. Donc, le cancer lui-même, mais aussi ce qu'il produit comme substance humorale qui va dans le sang, qui va partout, et qui peuvent vous donner des symptômes, dont le délirium, le SIADH, on l'a dit, l'hypercalcémie, la filière immunologique. Bien, vous avez vu dans mon dessin les cytokines. Quand on a une infection, là, les premières substances humorales qui apparaissent là, en dedans de 4 minutes, c'est les cytokines. Alors, il y a des bonnes cytokines, il y a des mauvaises cytokines. Alors, il y en a qui nous défendent, puis il y en a qui nous rendent malades. Il y a le bon cholestérol, il y a le mauvais cholestérol. Alors, donc, on est toujours en balance, hein, dans le corps humain. Si on a quelque chose de bon, on a quelque chose pour le contrer. Alors, quand vous n'êtes pas en douleur, c'est parce que votre système antidouleur est capable de masquer votre système qui cause la douleur. Parce que normalement, on serait toujours en douleur. Mais parce qu'on a un système antidouleur, quand les deux sont à niveau, on est bien. Et c'est normal qu'on serait toujours en douleur. C'est un système d'éveil. On est le fruit de l'évolution. N'oubliez pas ça. Quand on vivait dans une caverne, il y avait des lions. Il ne fallait pas dormir trop longtemps, puis il fallait se réveiller vite. Alors donc, la douleur, c'est une bonne chose. Quand elle est aiguë, parce qu'elle nous tient réveillés, en alerte, et on peut passer à l'action. Mais quand c'est rendu chronique, c'est qu'il n'y a pas de raison pour avoir de la douleur, puis on en a quand même. Puis là, bien, on ne dort plus. Mais là, on ne dort plus pendant 3 semaines, mais c'est correct. Mais pas dormir pendant 3 ans, bien, on veut mourir aussi. Alors donc, habituellement, nos systèmes de défense, si ça dure trop longtemps qu'ils ont à nous défendre, ils ne performent plus. Et ils nous détruisent. C'est aussi simple que ça. Alors donc, on est toujours en balance. L'hypoglycémie. Alors donc, il y a des mésothéliomes, il y a des énormes tumeurs intra-abdominales qui vont sécréter de l'insuline. Et on voit des cas d'hypoglycémie causés par la tumeur elle-même. Et ce n'est pas un problème avec le pancréas. C'est un problème avec la tumeur elle-même. Pour ce qui est des glandes surrénales, alors c'est soit qu'elles sont complètement détruites par des métastases, les deux. Puis une glande surrénale, là, il faut vraiment que les deux soient très, très, très touchés pour que ça apparaisse. Parce que juste un petit morceau de glande surrénale, ça peut fabriquer beaucoup de cortisol. Puis l'autre raison, s'ils ne sont pas détruites, c'est que vous en avez donné du Técanon pour toutes sortes de bonnes raisons. Désenfler le cerveau, le faire manger, le rendre joyeux, lui donner de l'énergie, etc. Mais là, si vous l'arrêtez complètement, vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là, il va faire un syndrome d'insuffisance surrénalienne, il va faire de l'hyponatrémie, il va convulser, il va devenir délirieux, puis il va mourir. Alors donc, ça fait partie des raisons. L'hypoxie, même chose. Et la douleur, c'est majeur. Mais
si on regarde ça blanc ou noir, c'est dangereux parce que la douleur non traitée peut rendre votre patient délirieux. Quand ça fait trop mal, on ne dort pas. Si on ne dort pas, on va devenir délirieux. Et ils ont fait l'expérience avec les internes. Ça a l'air que passer 17 heures là, dans un hôpital, là, on est dangereux. Nous autres, dans notre temps, là, c'était 48 heures. On a dû être dangereux, pas à peu près. OK? Fait que là, c'est pour ça qu'ils ont fait une convention collective, là, puis un petit livre vert, puis que là, bien, ils sont de garde, mais après ça, ils s'en vont se coucher. Ils sont moins dangereux. Mais c'est un fait, hein? Le manque de sommeil. Et c'est vrai qu'ils ont fait des études sur nous autres. C'est de même qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là. OK. Bon, rapido, le traitement du délirium, parce que je vous l'ai dit, c'est pas très compliqué. Là, il y a à peu près 3 remèdes. OK? Il y a différentes écoles de pensée, mais ils reviennent toutes à la même chose. Alors ça, c'est l'école européenne, là, et ça vient de Palliative Care de Glasgow. La première chose dans le traitement, c'est le besoin d'un environnement stable, sécurisant et confortable. Alors, avant la seringue, c'est vous autres, si vous les prenez par le cou, puis là, dire, regarde, là, le calendrier est là, on est telle date, vous êtes dans votre chambre, puis des fois, juste ça, ça va être suffisant pour les ramener. Et ça ne donne pas d'effet secondaire. L'aldol, ça peut donner des effets secondaires. OK? Et vous devez fonctionner par approche de résolution de problème. Le problème, c'est le délirium. Bien, ça va être quoi la solution? Bien, ça va être dépendant de ce qui cause le délirium. Et là, vous les avez toutes, les causes. Hein? Alors, des fois, vous recevez ici aujourd'hui un patient, il vient du domicile, puis là, bien, il rentre en délirium. Bien là, j'ai déjà vu, moi, c'est parce que le gars, il prenait 5-6 grosses bières chez eux, là, mais ça, il ne vous l'a pas dit quand il est rentré ici. Puis là, ici, il n'y en a pas, mais là, à un moment donné, il est en sevrage de sa bière, là, puis c'est drôle, là, Aldol, il ne marchera pas pantoute. Hein, parce que le traitement, là, c'est pas ça. C'est plutôt les benzodiazépines. Fait que là, il faut que vous regardiez toutes les causes possibles de délirium pour avoir le bon traitement. OK? Alors, donc, c'est un état aigu et il faut agir vite et fort. Parce que très souvent, un délirieux, hyperactif, son cerveau aussi est hyperactif. Puis là, bien, quand vous voyez dans un protocole, Aldol 0,5, si délirium ou nausée, ça n'arrive pas ici, ça. Hein? Ah, je suis content si ça n'arrive pas. Ça arrive? Ah ouais? OK. Confusion, pas si délirium. OK, parce que moi, ça me fait rire, parce que pour la nausée, c'est les petites doses qui marchent de Aldol, mais pour la confusion, pour l'agitation, c'est des bien meilleures doses que ça. Là, tu sais, là. Fait que là, à un moment donné, quand tu chatouilles un bobo, tu ne le guéris pas, mais ton patient, là, il devient habitué à des petites doses aussi de Aldol. Alors donc, moi, je dis que pour des nausées, il devrait avoir une dose, mais pour des confusions, pour des agitations, ça devrait être une autre dose. Parce qu'en agitation, le cerveau, là, il est hyperactif, un peu comme l'épilepsie. Si tu prends une dose de Neurontin de 600 mg, tu vas dormir jusqu'à demain matin. Mais si tu le donnes pour des convulsions, ça va t'en prendre pas mal plus que ça, parce que le cerveau, il est hyper réactionnel. Bon, c'est quoi les traitements de l'école européenne? Bien, c'est le Aldol, le diazépam, on ne se sert pas de ça ici, là, c'est du vieux stock. Le midazolam, le Versed, OK? Et finalement, le Nosinant, qui est une excellente molécule. Alors, vous en servez-vous beaucoup ici? Oui. Parce que c'est une excellente molécule, OK? Alors, donc, ça a des effets analgésiques, comme la morphine un peu. Ça a des effets sédatifs aussi et des effets antidélirieux. Alors, c'est une excellente molécule. Alors, donc, on peut le donner soit par la bouche, soit en bolus ou en perfusion. Alors, donc, ça, vous savez tout ça. C'est l'école E. Et une fois qu'il a fait son délirium, qu'on a donné nos remèdes, il faut repasser, OK, 1 heure après. Parce que des fois, les patients sont tellement agités que ça ne durera pas longtemps, l'effet. Et il faut en redonner. Alors donc,
Ce n'est pas parce qu'on a donné une fois qu'on ne va pas revérifier si on a amélioré. Bon, l'arsenal à la québécoise, parce que nous autres, on aime ça, prescrire des remèdes. L'aldol, c'est encore vrai. Mais on a du Risperdal, on a du Zyprexa, on a du Seroquel, on a toutes sortes de gugus, OK? Là? Bon, en tout cas, personnellement, ces trois-là, c'est des bons antipsychotiques atypiques, là. Mais, comment je vous dirais ça? Un peu comme pour la douleur. Quand c'est chronique, vous allez donner du Contin à longue action, plus des formes à courte action. Ben moi, si les patients sont toujours avec des symptômes sans être en délirium franc, bien, peut-être que la longue action, ça pourrait être une des trois, là, puis que s'ils font une crise vraiment, que là, on embarque l'aldol dessus. Parce que l'aldol, vous allez le donner en sous-cute, ça va agir en dedans de 30 minutes, tandis que Péros, les autres, là, quand même, vous donneriez une dose stat, là, aiguë, là, c'est pas sûr que ça va agir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Zydis, ça prend plus de temps, Pardon? comme le Zydis. Ah, mais ça, pour être absorbé, ça ne prend pas de temps, c'est l'effet. Parce que le Zydis, ah, ben, tu te le mets en dessous de la langue, puis ça va durer 24 heures l'effet, mais ce n'est pas punché. Tandis que le Aldol, tu peux changer ta dose pas mal. Ça va agir vite. Puis comme c'est aigu, un délirium, tu n'as pas besoin d'un effet qui dure 24 heures non plus. C'est un peu comme les entredoses qu'on donne de morphine. C'est déjà long, 4 heures que ça dure, parce qu'habituellement, une douleur de pointe, ça va peut-être durer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, mais il reste sous l'effet de ton entredose pendant 4 heures quand même, là. Alors donc, c'est d'avoir l'effet le plus punché, le plus rapide possible, mais qui dure le moins possible aussi, là, le moins longtemps. Parce qu'ici, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on donne de l'aldol, soit 0,5 à 1 mg TID, mettons. Très bien. Oh oui, le Aldol, c'est un excellent médicament, mais quand les nouveaux sont arrivés, les atypiques, c'est évident que la nouvelle affaire qui vient de sortir, c'est toujours meilleur. Hein? Pas sûr. OK? Alors donc, le Aldol, c'est le premier médicament. Tout le monde s'entend là-dessus. Les Européens, à la québécoise. Comme vous voyez, le Nosinant arrive ici aussi. Mais ça, c'est à la méthode Collège des médecins. Parce que là, on a reçu au mois de mai, tout le monde, là, comment soigner le monde en CHSLD. Puis là, bien, les différents problèmes, dont celui de délirium, agitation. Fait que ça, c'est le collège qui dit Ativan, Versed, puis Nosinant. L'Aldol n'est pas là. C'est un peu drôle qu'il mette des réactions en premier. On s'entend qu'on en perd le problème. À Doc- moins que notre but, c'est de le garder. Docteur, vous êtes-vous déjà posé la question, qui au collège écrit ça, ces affaires-là? OK. Moi, c'est juste pour vous le montrer, là, OK? Parce que les gens où on s'entend, s'il y en a 3, 4 qui disent la même chose, ça a des chances d'être vrai. Puis celui qui dit tout seul, peut-être que ce n'est pas si vrai que ça, OK? Alors donc, les neuroleptiques, les anticonvulsivants, dont le phénobarb, parce que vous le savez, le phénobarbital, comme barbiturique, c'est une excellente sédation. La preuve, c'est qu'on va faire nos sédations palliatives continues avec du phénobarbital. OK? Ensuite, les benzos, surtout à courte vie. Si vous voulez le donner Péros, le Rivotril, mais c'est sûr qu'on va employer le Versed. Ça agit bien plus vite, puis ça ne dure pas longtemps. Tandis que l'autre, l'Ativan, ça va durer longtemps aussi. Hein? Bon, alors donc, c'est les médicaments qu'on a. Il faut faire attention avec Ritalin, corticostéroïde. On peut le donner pour un délirium hypoactif, mais on peut le foutre en délirium hyperactif aussi. Alors, il n'y a rien de facile. On est-tu d'accord avec ça? Conclusion, soyez perspicaces. Puis les protocoles, ça vaut ce que ça vaut. Ça ne doit pas vous empêcher de penser, de réfléchir. Et c'est toujours le message
que je laisse, parce que malheureusement, je trouve qu'on prescrit beaucoup par protocole. Beaucoup, 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 beaucoup. Ah, puis de toute façon, avant un protocole, il faut penser avant de l'administrer. Oui, mais encore là, je vous ai dit tout à l'heure, on est une équipe, puis le gars qui est au bout de la ligne, c'est-à-dire moi, j'ai absolument besoin d'avoir confiance. Moi, je travaille avec des gens, je sais en qui j'ai confiance, puis ceux que quand ils m'appellent, là, je mets mes culottes, puis je vais voir moi-même. Puis j'y monte. Mais c'est comme ça. Et c'est malheureux aussi, là, parce que des fois, c'est les familles qui mettent de la pression sur vous autres. Hein? Ah, il a bougé, là, comme ça, là, il a mal. Oui, effectivement. Tu sais? Ça, il faut enseigner à la famille aussi, prendre le temps. On éduque la famille aussi. Parce que, tu sais, quand tu es dans le coma, là, tu peux-tu avoir mal? Oui? Vraiment. Pas sûr. Mais vous ne l'avez pas dit tantôt qu'au stade 4. Stade 1. Au stade 4, là, tu es. Supprimer la douleur. Non, non, au stade. Non, il a dit qu'il n'y avait pas de douleur. On va s'en faire. Non, non, au stade 4 et au stade 3, là, ça, c'est réglé. C'est au stade 1 et 2 que tu vas. 3, 4, on va s'en faire. Parce que n'oubliez pas que si je vous pince, puis vous êtes en coma stade 2, vous allez réagir. Mais pour savoir que c'est de la douleur, il faut que votre cerveau soit là. Puis là, il n'est plus là. Alors donc, ce n'est qu'une stimulation qui arrive au cerveau et vous bougez. Si vous avez 1000 millilitres d'urine dans la vessie, puis que votre patient se met à s'agiter, vous ne savez pas pourquoi, il est dans le coma, vous faites un bladder scan, il y en a 1000, vous lui posez une sonde, il en sort 1000, puis après ça, vous auriez pu lui donner de l'aldol aussi. Tu sais, fait que là, c'est pour ça que je vous dis, il faut être perspicace. Puis il y a une différence entre un patient qui s'agite quand c'est seulement réflexe, alors qu'il s'agite parce qu'il a reçu un message qui dit « Aïe, ça me fait mal ». C'est pas vrai, il a reçu un message, mais il ne sait pas que c'est que ça y fait. Alors c'est pour ça que je vous dis non, la douleur, là, parce que la douleur, c'est une perception. C'est une expérience consciente, la douleur. Avant ça, c'est de la nociception. C'est-à-dire, ce n'est qu'un stimulus électrique qui arrive en haut, puis c'est quand en haut, l'interprète qui dit « ça, c'est de la douleur, je n'aime pas ça ». Parce qu'on fonctionne en mode binaire, comme la machine. C'est bon ou c'est pas bon. Bien, quand c'est pas bon, puis qu'on se le dit, bien, c'est là qu'on va dire « là, j'ai besoin d'avoir quelque chose parce que ça me fait mal ». Sinon, ça ne sert strictement à rien à part que d'intoxiquer vos patients. C'est tout ce que ça fait. Fait que des fois, le premier principe en médecine, c'est premièrement ne pas nuire. Hein? Des fois, on est mieux de s'abstenir de faire quelque chose que de faire quelque chose qui va nuire, même si on le fait avec la meilleure intention du monde. L'enfer est rempli de bonnes intentions, il paraît. Là, tu sais, là. C'est ça. Hein? OK. Fait que là, j'avais un quiz que vous pourrez aller voir si vous voulez dans Pali Sciences. Alors, il y en a 25. Alors, si vous répondez à ça du premier coup, vous êtes pas pire, mais pas toutes, là.